Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'une théorie qu'on entend de plus en plus parler dans l'écosystème crypto et qui est la théorie du super cycle en fait du Bitcoin. Alors vous le savez, il y a plein de modèles mathématiques, il y a plein de théories sur à quoi pourrait ressembler l'écosystème crypto dans 5, 10, 15, 20 ans, des modèles prédictifs qui sont des fois plus ou moins pertinents, et il y a une théorie comme ça qui commence de plus en plus à émerger, et de la part même de personnes qui sont là depuis longtemps dans l'écosystème crypto, et une d'entre elles c'est Dan Held, que vous pouvez retrouver également sur Twitter et sur son site qui s'appelle The Held Report, et lui c'est vraiment un pro-défenseur du super cycle Bitcoin, et c'est une théorie qu'il a depuis 2013, qu'il a représenté également aussi en 2017, et selon lui on serait encore à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo pour le cycle de 2021-2022, toujours dans ce super cycle du Bitcoin. Donc qu'est-ce que dit cette théorie? Cette théorie, elle dit tout simplement que, on le voit là, on a à chaque fois des bulles comme ça qui apparaissent avec des explosions agrémentées de chaque halving à chaque fois, et à chaque fois qu'on a un halving, on a les récompenses des mineurs qui sont divisées par deux, et donc à chaque fois ça fait ce qu'on appelle une supply choke, on va diviser par deux le nombre, les récompenses qui sont données directement aux mineurs, et donc si la demande reste la même, mais que on a une diminution de l'offre qui est divisée par deux, en l'occurrence, la loi de l'offre et la demande fait que le prix mathématiquement augmente. Et historiquement, c'est ce qu'on a vu. On a vu à chaque fois, avec quelquefois des périodes d'euphorie, de correction, etc., mais que globalement, le cours du Bitcoin sur le long terme est toujours en tendance haussière, agrémenté à chaque fois d'épisodes de halving, là, tous les 4 ans, avec des augmentations du cours, etc. Donc ça, c'est super important, sauf que lui, il dit, l'état du Bitcoin qu'on avait en 2011, bah, c'est pas le même qu'on a en 2013, c'est pas le même qu'on a eu en 2017, c'est pas le même qu'on a eu en 2020-2021. Parce qu'à chaque fois, on a des arrivées en fait de nouveaux participants. En 2011, c'était surtout les cypherpunks avec des gens qui étaient vraiment très spécialisés qui étaient déjà qui connaissaient déjà finalement un petit peu l'écosystème. C'était des personnes qui avaient déjà un certain rapport à ces nouvelles technologies assez spécifiques, et donc là il n'y avait pas du tout une adoption mainstream, quoi. C'était vraiment très spécifique sur des personnes très spécialisées. Par contre, en 2013, là on a quand même eu une certaine ouverture avec les premiers signes d'adoption mainstream qu'on a pu avoir, avec deux bulles successives. En 2013, on a eu justement le double pic. C'est en ça qui diffère des différents cycles qu'on a pu connaître entre 2017 et 2011, c'est qu'en 2013, là on a eu l'arrivée de deux pics différents. Donc deux bulles qui se sont créées un intervalle quand même relativement court. Et en 2017, là, c'est carrément l'euphorie avec les ICO, l'adoption mainstream. Et donc là, on a eu vraiment une explosion de la bulle avec un point culminant à presque 20 000 dollars. 2021, il explique que, et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, mais 2020-2021, là on a bien évidemment toutes les personnes qui connaissaient déjà l'écosystème crypto auparavant, mais en plus de ça, là on a eu l'arrivée de certains gouvernements et des institutions. On a eu tout un tas aussi de gros investisseurs comme Paul Tudor Jones. On a eu le fait que Bitcoin soit considéré comme étant une monnaie légale au Salvador. Donc on a des gouvernements maintenant qui considèrent vraiment Bitcoin comme étant une véritable monnaie, etc. Donc on a maintenant des gros participants qui arrivent et qui se présentent comme étant des acteurs maintenant majeurs dans l'écosystème crypto. Et donc en ça, il explique que maintenant qu'on commence à avoir les personnes qui ont le plus d'argent et qui ont le plus d'influence et le plus de pouvoir, on aurait cette théorie du super cycle qui serait maintenant mise en place. Moi, je vois plusieurs problèmes à ça. C'est que en fait cette théorie du super cycle, elle était déjà présente aussi en 2017, et c'était ce genre de personnes-là qui vous disaient typiquement en 2017, quand le Bitcoin était à 15 000, 20 000, que le Bitcoin allait continuer jusqu'à 100 000, 200 000, etc., que ça allait typiquement jamais s'arrêter. Et c'est là le problème en fait avec ce genre de thématique-là, et ce genre de théorie du super cycle, c'est que ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais que c'est toujours mis sur des critères tellement spécifiques que ça reste aujourd'hui, j'ai envie de dire, très peu probable, et que vous risquez de vous retrouver dans la situation dans laquelle beaucoup de personnes se sont retrouvées en 2017, qui pensaient quand ça valait 15 000, 20 000, que c'était le moment encore pour acheter parce que ça allait monter à 40 000, 50 000, 60 000, etc. Les personnes qui sont aujourd'hui et qui présentent cette théorie du super cycle pense qu'on pourrait atteindre sur ce cycle, d'ici décembre, fin décembre 2021, un Bitcoin qui pourrait aller jusqu'à 400 000, 500 000, 600 000, voire quelquefois même certains qui disent que ça pourrait monter jusqu'à 1 million.
Encore une fois, tout est possible dans l'écosystème crypto, mais ça me paraît tellement peu probable aujourd'hui que je ne miserai absolument pas sur ce genre de cycle-là. Personnellement, hein, je vous dis personnellement ce que je ferais, je ne miserai absolument pas sur ce genre de théorie-là aujourd'hui, parce que pour moi, ça me semble extrêmement peu probable. D'autant plus que cette théorie du super cycle, hein, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur sa vision et pourquoi il explique tout ça. Il explique notamment qu'il y a un revirement de situation avec un apport de liquidité extrêmement importante avec l'arrivée des nouvelles institutions. On voit qu'en 2020, par rapport à toutes les années d'avant, on a une évolution quand même extrêmement importante et un apport de liquidité extrêmement important de la part des institutions. On a un revirement de situation, et notamment là par exemple de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, etc., qui disaient au départ que Bitcoin, il n'y a pas de véritable valeur pour le Bitcoin, mais qu'au final, quelques temps après, ils disent que ça pourrait être intéressant pour les clients de proposer des produits et des services à base de Bitcoin. Pareil aussi pour Goldman Sachs, qui dit que 5 raisons pourquoi le Bitcoin ne sera pas une nouvelle classe d'actifs. Et après, il dit que Goldman Sachs dit que que Bitcoin est en plein boom d'une croissance et d'une développement d'une nouvelle technologie. Et je crois même qu'ils avaient même dit à la fin, sur un de leurs articles, que Bitcoin c'était vraiment l'émergence et la croissance d'une nouvelle classe d'actifs. Et que ça a permis de créer un écosystème qui n'existait pas aujourd'hui. Donc il y a vraiment un revirement de situation avec les institutions, de comment c'était vu en 2013, en 2017 et maintenant en 2021. Donc on a de plus en plus de gros acteurs et des personnes qui ont quand même un bagage technique et un historique extrêmement intéressant, hein. On prend par exemple le cas de Paul Tudor Jones. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette personne-là. Mais quand il a expliqué qu'il a investi justement sur Bitcoin pour tout un tas de raisons, il y a beaucoup de ses confrères qui se sont dit, punaise, si lui commence à investir dessus, bon, c'est pas n'importe qui, il a quand même un background et puis un historique qui fait que on va faire notre due diligence, on va travailler également aussi notre savoir là-dessus et on va voir si on va décider d'investir ou pas. Il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de gestionnaires de fonds qui fonctionnent aussi par mimétisme. Souvent, ils se disent, j'ai pas forcément envie d'être le premier, mais j'ai surtout pas envie d'être le dernier. C'est pareil aussi avec les différents gouvernements. On a eu le premier pays qui est le Salvador, qui n'est pas le plus grand pays du monde, mais qui a été quand même le premier pays à rendre Bitcoin comme ayant un cours légal, comme ayant vraiment une monnaie légale sur le sol au Salvador. Et donc il y a plein d'autres pays qui derrière aussi s'intéressent à ça. C'est le cas du Paraguay, c'est le cas du Brésil, du Mexique, etc. Il y a tout un tas de pays aujourd'hui qui voient de l'œil ce qui s'est passé au Salvador et qui voient comment ça fonctionne chez eux, les problématiques qu'ils rencontrent, etc. Et à mon avis, c'est pas le dernier pays. Mais souvent, comme pour les gestionnaires de fonds, les États, etc., ils n'ont surtout pas envie d'être en premier parce que si ça marche pas, ils n'ont pas envie de mettre, j'ai envie de dire, leur réputation en jeu. Par contre, ils n'ont surtout pas envie d'être les derniers, et surtout quand on voit un actif comme Bitcoin qui est extrêmement rare, capé à 21 millions, vous avez déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, en réalité, on comprend pourquoi on n'a surtout pas envie d'être les derniers, surtout quand on a des grosses banques, des institutions qui commencent vraiment à s'y intéresser très fortement. Et donc pourquoi moi je ne crois pas forcément à cette théorie du super cycle, en tout cas pour ce cycle-là, parce que bien que ce cycle-là soit différent, je ne vois pas comme quoi il y aurait des gros gouvernements ou même des grosses entreprises comme par exemple Apple, Facebook, etc. Parce que eux, quand ils visent cette théorie du super cycle pour un Bitcoin qui passe de 500 000 à 1 million d'ici décembre 2021, il faudrait une source de capitaux tellement importante aujourd'hui pour faire monter le cours du Bitcoin à des sommets comme ceux que je viens de vous évoquer, qu'il faudrait des news avec des news tellement importantes tous les jours, voire même plusieurs fois par jour pour arriver à des niveaux aussi importants. On a MicroStrategy qui a déjà annoncé qu'ils ont acheté pour plusieurs milliards de Bitcoin. On a eu l'annonce de Tesla, etc. Mais on n'a pas encore eu des annonces comme par exemple Apple ou Facebook qui disent qu'ils achètent aujourd'hui pour des dizaines de milliards de Bitcoin, des gouvernements entiers qui placent leurs réserves en Bitcoin, etc. C'est pas impossible que ça arrive dans les temps à venir. Et moi, je pense qu'on y arrivera petit à petit. Mais je pense pas que ce sera le cas durant ce cycle. D'autant plus que les personnes qui pensent à cette théorie du super cycle, bien qu'il y a des points qui sont défendables, ils basent aussi leur théorie sur le fait qu'il y aura un bank run, donc une grosse institution financière, un peu comme le cas en 2008, où on a eu une explosion de la bulle spéculative avec la crise des subprimes. Et donc, il y a pas mal de personnes qui croient sur cette théorie du super cycle qui disent que finalement, on aurait
un même épisode qui se répercuterait aujourd'hui, mais de manière bien plus importante et d'un point de vue vraiment planétaire et global. Donc des grosses institutions qui feraient totalement faillite, avec un gouvernement qui continuerait d'imprimer encore plus d'argent que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, et qui aurait une perte totale de confiance envers tous les États, tous les gouvernements, que les banques, aujourd'hui les banques centrales, seraient plus capables de maîtriser correctement la situation. Donc on arriverait vraiment dans une situation vraiment très chaotique. Et c'est celle aujourd'hui qui est un petit peu portée aussi par les personnes qui sont très accros à notamment le monde des métaux précieux et qui parient sur un bouleversement total de notre société, qu'on reviendrait vraiment, pas limite à l'âge de pierre, mais sur cette théorie un petit peu du chaos. Et moi, j'y crois pas forcément, parce que je pense que même ce qui se passe aujourd'hui, c'est très préoccupant. Je pense pas qu'on arrivera à tout de suite, en tout cas pour ce cycle, à une problématique qui serait d'un bank run global, avec une faillite de toutes les institutions financières, avec tous les gouvernements qui se rueraient immédiatement sur Bitcoin pour l'acheter. Enfin, vous voyez, il y a quand même du temps pour comprendre ce qu'est cette technologie, comment c'est vu, etc. D'un point de vue juridique, il y a encore un flou juridique important sur pas mal de pays différents. Et donc, c'est pour ça que j'émets quand même un certain doute là-dessus. Il y a également autre chose que je voulais partager avec vous et qui est poussée par les personnes qui poussent aujourd'hui la théorie du supercycle, et qui est de dire que le schéma narratif en fait du Bitcoin n'a pas évolué depuis sa création, que c'est toujours la même chose, et qu'au final, ça commence à rentrer dans les esprits, et que donc c'est long au départ pour faire comprendre ce qu'est le Bitcoin, etc. Mais qu'une fois que c'est compris, bah, c'est vraiment un peu comme une maladie, si vous voulez, hein, c'est vraiment quelque chose qui va se disséminer toujours de plus en plus vite. Et donc, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord, parce que il prend l'exemple dans ses articles, et je vous laisserai le lire, mais de dire par exemple que Ethereum, son schéma narratif a pas mal changé depuis sa création. Au départ, on parlait d'Ethereum comme étant le super ordinateur Internet, qui était capable de faire tout un tas d'applications. Ensuite, on a parlé d'Ethereum comme étant un moyen de faire des levées de fonds. Aujourd'hui, on parle d'Ethereum comme étant le moyen de faire des NFT, de la finance décentralisée, etc. Et maintenant, ils sont encore en train de pivoter en parlant de l'ultrasound money. Parce que vous le savez, avec l'arrivée de l'EIP 1559, aujourd'hui Ethereum brûle une partie de ses fees, des frais qui sont payés sur la blockchain Ethereum, c'est directement brûlé, et avec l'arrivée notamment du merge et de tout un tas d'autres mises à jour qui arriveront par la suite, Ethereum par contre deviendrait déflationniste. Donc on aurait moins d'Ether qui seraient mis en circulation chaque jour que de nombre d'Ether qui seraient enlevés de la circulation avec les fees, etc. Donc en fait, la progression et la supply de l'Ether dans plusieurs années, ça viserait en fait à diminuer fortement avec le temps. Et ça s'accélérerait aussi avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, parce que aujourd'hui on a du proof of work sur l'Ether, et donc proof of work, aujourd'hui les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont payer des hardware, ils vont payer tout un tas de matériel, et donc eux, pour payer leur charge de structure, ils vont être obligés de vendre leurs Ethers sur le marché pour payer leur charge de structure, racheter des nouveaux appareils, etc., etc. Ce qui rajoute une puissance vendeuse quand même importante sur le marché. C'est pareil sur le cas du Bitcoin. Avec l'Ether 2.0, on serait sur du proof of stake, avec un matériel qui serait beaucoup moins onéreux, et donc on aurait plus du tout cette même puissance vendeuse qu'on avait avec du proof of work. Parce que si vous avez investi sur du matériel et que vous devez payer vos charges de structure, et que vous êtes obligé de vendre ce que vous avez acheté pour payer toutes ces charges de structure-là, dans le cas du proof of stake, c'est absolument pas le cas. Vous êtes même incité à garder et à ne pas vendre en fait ce que vous avez, parce que plus vous en avez, plus vous gagnez aussi des revenus passifs et vous gagnez des intérêts. Donc ça enlève cette puissance vendeuse. Donc on serait sur un écosystème qui aurait une courbe déflationniste, donc moins de coins en circulation que de coins qui seraient brûlés, donc ce qui fait qu'on aurait de moins en moins d'Ether en circulation, avec une demande qui à mon avis sera beaucoup plus importante, avec l'arrivée des nouvelles applications, la finance décentralisée, les NFT, etc. Et en plus de ça, avec l'arrivée du proof of stake, donc on enlèverait cette puissance vendeuse. Ce qui fait que le cours littéralement exploserait à la hausse, et c'est pour ça qu'on a pas mal de personnes qui commencent à virer un petit peu le schéma narratif de l'Ether sur le ultrasound money, ce qui est finalement en fait le schéma narratif aujourd'hui du Bitcoin. Or on le sait, hein, aujourd'hui Bitcoin c'est l'or 2.0, c'est la réserve de valeur de l'actif digital, etc. C'est aujourd'hui un schéma narratif qui est très implanté et très présent dans l'écosystème crypto, mais là où je suis pas d'accord avec les personnes qui parlent de la théorie du supercycle, c'est que justement ils disent que c'est un schéma narratif qui n'a pas évolué depuis. Et c'est totalement faux, parce que si vous lisez en fait tout simplement le white paper de Bitcoin,
vous vous rendez compte qu'au début, rien que le titre du white paper de Bitcoin, c'était Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc le fait de remplacer le cash avec un système, un réseau décentralisé, peer-to-peer, donc de personne à personne. Au départ, Bitcoin visait à remplacer les monnaies fiat, donc les échanges de cash, simplement les monnaies fiat. Et puis au final, on s'est rendu compte que les frais étaient bien trop importants par rapport à ce qu'ils pouvaient être capables de proposer. Il y avait également aussi les transactions qui sont bien trop longues à valider pour tout simplement acheter sa baguette de pain, etc. Et donc aujourd'hui, Bitcoin, en tant que tel, sur la base, la couche de base de Bitcoin et la blockchain de base Bitcoin, je ne parle pas du Lightning Network, mais je parle vraiment de la couche de base de Bitcoin, que c'est pas possible aujourd'hui de l'utiliser en tant que monnaie peer-to-peer, mais vraiment pour remplacer le cash parce que c'est pas assez rapide, c'est trop cher en tant que frais de transaction, etc. Et donc là où ça a été très intéressant, c'est de voir le revirement de situation et de se dire, en effet, Bitcoin il n'est pas utilisé pour ça, ou du moins c'est pas la meilleure crypto-monnaie pour pouvoir faire des échanges peer-to-peer et vraiment comme moyen de pouvoir remplacer le cash, ce que vise par exemple à faire Bitcoin Cash, par exemple. Eux, ils sont restés sur ce même schéma narratif qui avait été présenté sur le white paper de Satoshi Nakamoto, mais pour le cas de Bitcoin, c'est pas le cas. On a changé et on a dit on va plutôt l'utiliser comme un moyen de réserve de valeur. Pourquoi on dépenserait aujourd'hui du Bitcoin, sachant qu'il pourrait valoir plus cher demain? Et donc ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, et surtout qu'on fait cet amalgame aussi avec l'or 2.0, mais je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, la réserve de valeur, c'est bien plus important que simplement l'or. L'or, c'est un moyen de pouvoir protéger son patrimoine. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui utilisent d'autres tas d'actifs pour pouvoir protéger leur patrimoine et qui utilisent ça comme levier comme réserve de valeur. C'est le cas de l'immobilier, c'est le cas de la bourse, c'est le cas des ETF, c'est le cas de tout ça en fait qui sont, j'ai envie de dire, un panier et des actifs qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs pour réserver et pour protéger votre patrimoine. Si vous investissez dans un ETF du S&P 500, c'est pas parce que vous aimez un par un chacune de ces entreprises. Si vous achetez un ETF pour le S&P 500, c'est parce que c'est un moyen facile et efficace pour pouvoir notamment battre l'inflation. Et c'est ça aussi le phénomène de la réserve de valeur. Et donc pour moi, Bitcoin va s'attaquer à tout ça. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que quand on compare la valeur que pourrait capturer le Bitcoin si jamais il joue le rôle du cash, tout simplement le fait de remplacer le cash, c'est beaucoup plus faible que la valeur totale auquel pourrait s'attaquer le Bitcoin s'il joue le rôle avec le schéma narratif de la réserve de valeur. Si on prend en compte la réserve de valeur avec l'immobilier, la bourse, etc., on dépasserait les 250 trillions de dollars et donc c'est un marché qui est bien plus important et bien plus massif, avec en plus l'arrivée du Lightning Network qui pourrait faire et prendre une partie des échanges de transactions, notamment de la vision initiale qu'avait Satoshi Nakamoto avec la publication de son white paper. Mais en tout cas, on voit que le schéma narratif du Bitcoin, il n'est pas le même au début que celui qui est aujourd'hui. Et d'ailleurs, la personne qui a créé le modèle du stock to flow le présentait de cette manière. Il disait, au départ, Bitcoin, c'était le proof of concept, prouver qu'on était capable de créer de la rareté digitale. Et donc au début, ça a été avec l'arrivée du white paper, la première bulle spéculative. Ensuite, on avait le cas du fait que Bitcoin pouvait être utilisé comme étant un moyen de paiement, avec la parité avec notamment le dollar. Et donc là, c'est la prochaine bulle qui a été mise en place avec l'arrivée, donc fin 2011 et puis 2012, 2013, etc. Ensuite, on a entendu parler de e-gold, donc on commence à voir échanger ce schéma narratif de la rareté digitale et notamment de la réserve de valeur et comparer le Bitcoin notamment à l'or. Et là, en 4, aujourd'hui, on le voit plutôt comme un actif financier à proprement parler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Bitcoin, d'un point de vue juridique, que ce soit aux États-Unis, en France, etc., c'est taxé comme étant une propriété et c'est pas taxé comme du cash ou un autre type d'actif que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc ça, c'est super important. Donc pour résumer, moi, aujourd'hui, je ne suis pas forcément un fervent défenseur du super cycle de Bitcoin, même si je trouve qu'il y a des arguments qui sont quand même plutôt intéressants. Je vous ferai, je pense, une prochaine vidéo sur les différentes théories qui existent sur la croissance et le développement de l'écosystème crypto et plus spécifiquement sur le Bitcoin, parce qu'il y en a principalement 3. Et donc il y a la théorie du super cycle, il y a la théorie des cycles qui prennent de plus en plus de temps à se mettre en place, et ce qui est quand même aussi logique et qui est surtout présenté par Benjamin Cohen, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube qui est vraiment très intéressante, et qui a fait aussi un comparatif de des différents cycles et des différentes théories qui existent là-dessus. Donc lui, il est plutôt sur ce qu'on appelle le lengthening
cycle. Donc désolé pour mon accent anglais, mais il explique tout simplement que on arrive à faire des cycles de 4 ans jusqu'à présent parce que justement on avait une liquidité qui était quand même relativement faible. Mais que forcément c'est plus simple de faire passer le Bitcoin de 10 à 100 que de faire passer le Bitcoin de 100 000 à 1 million. Parce qu'il va falloir tellement plus de capitaux, tellement plus de personnes qui rejoignent l'écosystème que des cycles de 4 ans, selon lui, ça va être amené à être de moins en moins pertinent avec le temps parce que il va falloir toujours de plus en plus de capitaux et ça va être toujours de plus en plus difficile à faire bouger le marché. Donc lui, il pense que plus on va avancer, plus on va avoir des cycles qui vont être de plus en plus longs et que donc les cycles de 4 ans ne seront pas forcément vrais. Ce qui n'est pas l'avis notamment de Bob Lucas, qui est un autre analyste et qui lui est plutôt dans les cycles de 4 ans et qui a popularisé en fait cette vision-là. Donc c'est pour ça que je ferai, je pense, une vidéo pour comparer ces différentes théories, ces différentes analyses, et vous présenter en fait les avantages et les inconvénients de chacune de ces modèles-là, et vous présenter celles qui, selon moi, ont le plus de sens aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de soirée comme d'habitude. Pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, vous avez le lien de notre guide dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt.